Un fidèle des fidèles va maintenant venir sur scène. J'appelle le général Marc Watin-Hogarth, qui est général d'armée de la gendarmerie nationale. Il a assumé des postes de commandement opérationnel et des fonctions en état-major. Il termine sa carrière par le poste prestigieux d'inspecteur général des armées gendarmerie. Il est également, et on le connaît aussi pour son rôle de fondateur du forum INCIBER, le fameux FIC, qui du Canada au Japon, en passant par l'île, est devenu la référence en matière de cybersécurité. Mon général, vous avez, c'est le prestige des étoiles, peut-être 1 heure. Voilà. Merci. C'est l'avantage. Vous avez retrouvé ma page 82 ? Oui. Bon, ça va. Et c'est la 108 que je ne retrouve pas. Mais il y a une pause après. Il y a la pause déjeuner. Voilà. Bien. Et monsieur le député, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades des forces armées. Les forces armées, vous le savez, comme moi, c'est les 3 armées, la gendarmerie, et j'inclus bien évidemment nos réservistes opérationnels ou citoyens et nos cadets qui sont ici présents. Alors, nous vivons effectivement aujourd'hui un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire parce que nous sommes ici à Saint-Malo. Et quelle ville peut symboliser autant la défense, la souveraineté? La défense, dès qu'on arrive, on le voit. C'est Vauban. La défense, c'est avenue du Gué-Trouin, les corsaires, la souveraineté en mer, Surcouf. Et puis la défense, la souveraineté, n'oublions pas que c'est en décembre 1998 qu'ici, Jacques Chirac et Tony Blair ont fondé la politique européenne de sécurité et de défense, qui avait un objectif, c'est de permettre à l'Europe d'agir seule, sans l'OTAN. Vous voyez qu'aujourd'hui, le problème est un petit peu plus compliqué. Mais notez simplement au passage que dans l'Europe aujourd'hui, nous parlons toujours du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'est simple. La France aime l'Allemagne. Et l'Allemagne aime l'Allemagne. Nous l'avons compris tout à l'heure. Il est donc grand temps pour nous de regarder à nouveau de l'autre côté de la Manche. Parce qu'on se chamaille en permanence, nous avons toute la raison de nous entendre avec les Britanniques. Ce sont eux les seuls qui ont une vraie armée à part la nôtre en Europe. Il est temps d'en prendre conscience et d'en tirer les conclusions sur un plan politique. Alors, je vous l'ai dit, c'est formidable, c'est aussi la ville de Châteaubriand. Alors si vous avez passé, mais vous êtes trop jeune, les concours scientifiques en 1972, nous avions bah oui, mais moi oui. Et nous avions au programme l'épreuve de lettres. Autant vous dire qu'à l'époque, moi je travaillais avec la physique, la chimie, les mathématiques, le français. Bon, on avait les mémoires d'outre-tombe. Je les ai relus après avec une plus grande sérénité. C'est fondamental. Que dit Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe? Je le cite. « Né dans les combats, élevé sur les remparts, j'ai connu la mer avant la campagne. J'ai entendu le canon avant les cloches. » Vous allez me dire, ici aujourd'hui, vous entendez la cloche avant d'avoir le droit au canon tout à l'heure. Oh, mais ça, c'est une autre question. Chateaubriand, à mon avis, illustre parfaitement cette symbolique, ce fort attachement de Saint-Malo à notre défense, notre souveraineté. Alors, évidemment, quand on dit qu'on vit un moment extraordinaire, ce n'est pas simplement parce que nous sommes à Saint-Malo, mais parce que nous vivons un moment, je crois, inédit depuis l'ère chrétienne. Incontestablement, nous sommes actuellement les témoins, et j'aimerais bien les acteurs, de quelque chose qui est en train de bouleverser complètement notre système. Et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle la métamorphose cybernétique. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce terme ésotérique? J'avais dit à M. Barnier, dans un mail que je lui avais envoyé, créer un ministre d'État de la métamorphose cybernétique. Pendant 15 jours, tous les médias vont se mettre sur la question « Qu'est-ce que la métamorphose cybernétique ?» Ils ne vont pas se poser la question « 3 modems, 2 femmes, un LFI, un machin, un bidule, composition de gouvernement. »
C'est comme ça qu'on fait de la politique, me semble-t-il. C'est en donnant des éléments aux gens, leur permettant de travailler un peu sur le fond, et pendant ce temps-là, vous êtes tranquille. Alors c'est quoi la métamorphose cybernétique? Je vais y revenir. Parce qu'en fait, on parle toujours de la transition numérique, de la transformation numérique. Pour moi, c'est du chamallow. C'est vraiment de la barbe à papa. Ça donne de la consistance. Il n'y a rien. Parce qu'en fait, nous sommes aujourd'hui dans une période où sont posées un certain nombre de questions essentielles, existentielles. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la liberté de penser? Émilie, qu'est-ce que la liberté d'action? Ce sont des questions inédites, en tout cas dans leur formulation et dans la réponse à laquelle on doit leur apporter. Et vous voyez, je crois que trop nombreux sont les gens qui croient qu'on est dans un monde qui progresse d'une manière linéaire. Le trend, vous savez, c'est le trend boursier. Il y a des hauts et des bas, mais le trend est haussier, le trend est baissier. Alors donc, on avance tranquillement avec nos petits process, ainsi de suite, mais on avance, et puis de toute façon, on essaye de dire, dans 5 ans, dans 10 ans, c'était un peu la planification, on sera à tel niveau, etc. Eh bien non. Aujourd'hui, nous vivons un moment exponentiel. L'exponentielle, la courbe exponentielle, c'est une courbe où le delta d'après est supérieur à celui d'avant, qui est supérieur à celui d'avant, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Imaginez tout simplement la boule de neige. En haut de la montagne, c'est quelques petits cristaux, et avec le vent, ça descend. Plus ça va, plus la boule devient grosse, ainsi de suite. Et à la fin, en bas, c'est énorme. Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes exactement avec un phénomène de boule de neige. Et il ne faut pas regarder la boule à l'instant T, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir dans quelques temps. Et donc, toutes ces technologies de rupture que nous connaissons sont en train de se conjuguer, de se combiner, de se stimuler, de s'auto-énerver, si je puis dire. Et en fait, nous vivons dans un monde où désormais l'emporte l'infiniment rapide, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et toutes ces grandeurs sont pour nous difficilement accessibles. Nous sommes dans un monde, on va dire, avec une physique très newtonienne. On sait quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, la vitesse. Mais regardez, prenons quelques exemples très simples. Premier exemple, en 1969, à ARPANET, 4 ordinateurs étaient connectés dans le monde. En 2030, ce sont exactement 500 milliards de machines qui vont être connectées. Il y en avait 80 milliards en 2020, 500 milliards en 2030. Je pense qu'on ira encore plus loin grâce ou à cause de l'Internet des objets. Deuxième exemple. En 2030, tous les ans, l'année 2030, nous allons produire des contenus en termes de données qui correspondent à 1000 milliards, de disques durs d'un téraoctet. Prenez un disque dur d'un téraoctet, remplissez-le complètement. Vous m'en direz des nouvelles. Pour le remplir complètement, vous allez passer plus d'une année. Eh bien, 1000 milliards de disques durs. Ça vous montre déjà l'importance de la donnée qui va être un actif patrimonial des entreprises et même des administrations bien supérieur à l'intérêt des actifs financiers, même si ceux-ci ont toujours leur valeur. Quand on prend les semi-conducteurs, leur gravure, on va atteindre le nanomètre, c'est-à-dire le milliardième de mètre. Essayez d'imaginer ce que c'est qu'un milliardième de mètre. Après le nanomètre, on tombe sur la taille de l'atome. C'est-à-dire que plus ça va, plus on va se rapprocher de la matière. Et on va percuter le mur de la matière. Autre exemple, la puissance de calcul va se mesurer en hexaflops. C'est-à-dire 1 milliard de calculs par seconde. Vous prenez une feuille de papier, un crayon, c'est pas une interro, vous écrivez 1 plus 1 égale 2, chronométré. Pendant ce temps-là, regardez combien de milliards de calculs ont été opérés par des machines. Dernier exemple, mais toujours pour vous montrer des chiffres, les adresses IP, IPv4. Il y en a 4 milliards 300 millions d'IPv4. IPv6,
340 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. 4 milliards 300 millions, je sais ce que c'est ce que je déclare tous les ans à l'IFI. Mais 340 milliards, de milliards, de milliards, de milliards, je ne sais pas ce que c'est. On est donc, si vous voulez, dans un domaine avec des chiffres qui échappent à nos repères, à nos références. Et en fait, le cyberespace est complètement étranger à nos sens, il est invisible, il est intouchable. Et donc, pour cela, les technologies nouvelles sont beaucoup plus difficilement accessibles, compréhensibles par les êtres humains. Moi, je me souviens, ma première voiture, c'est une 404, j'ouvrais le capot, je savais exactement comment ça fonctionnait. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ouvrez le capot d'une voiture, ça devient plus difficile. Ouvrez le capot d'une intelligence artificielle, sa boîte noire. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Ben, franchement, bravo. Ça veut dire qu'en fait, on fait confiance à des trucs dont on ne sait même pas quelle est la composition, la consistance. Alors, oui, le nucléaire avait déjà amorcé cette distanciation avec ses mythes, ses réalités. Et avec la physique, le calcul quantique, on va être également dans une situation identique. Être ou ne pas être. Hein, c'était la formule binaire de Shakespeare. Ben, aujourd'hui, on va la remplacer par être et être. Et en même temps, et partout. Donc ça vous montre bien qu'on est dans une situation assez nouvelle. Alors, entre l'incompréhension et l'appréhension, il n'y a pas beaucoup de distance. Hein. Et l'appréhension, c'est un peu le terreau du rejet. C'est-à-dire que la tendance qu'on peut avoir par rapport à une nouvelle technologie, c'est de dire « Oula, on n'en veut pas ». Allez lire, et c'est formidable, le Locomotive Act de 1865 pour la voiture automobile à Londres. Interdiction de rouler à plus de 6 km/h en campagne. Interdiction de rouler à plus de 3 km/h en ville à une condition. C'est que devant, 50 mètres devant, un homme agite un chiffon rouge pour dire « Attention, il y a un danger ». Vous voyez bien que la première réaction qu'on a eue par rapport à la technologie automobile, c'est dire « On arrête, on empêche, on réduit ». Et finalement, c'est une erreur. Parce que la voiture, ce n'est pas la technologie qu'on a régulée, encore que les questions de sécurité, oui, mais on a régulé l'usage de la technologie. Et exactement ce qu'on fait avec l'AI Act, c'est qu'on ne régule pas une technologie, on régule son usage, les risques de la technologie. Donc attention à cette position de rejet face à une nouvelle technologie. Il ne faut pas la rejeter, il faut la comprendre. Deuxième option, c'est celle de l'abandon. Regardez, nous sommes tous, en quelque sorte, des hommes et des femmes qui nous abandonnons aux technologies. Quand on sait tout ce que fait Google pour vous donner un caractère personnel, ah oui, mais c'est tellement facile d'aller sur SNCF Connect, prendre son billet avec Google, c'est tellement facile. Et finalement, on finit par abandonner en disant, oui, il y a un risque, il y a un danger, mais bon, on verra plus tard. Vous voyez, ça, c'est une vraie question. Alors, je vous ai dit que le bouleversement était cybernétique. Il est cybernétique, pourquoi? Parce que le mot numérique me paraît trop faible. C'est quoi le numérique? Je reviens à Leibniz au XVIIe siècle. Au lieu de calculer en base 10, je calcule en base 2, 0, 1. C'est Leibniz qui est le parrain, le père fondateur du cyber, de l'Internet. 0, 1. Alors une fois que j'ai transformé les données structurées et non structurées en 0 et 1, c'est quoi? C'est ça le numérique. En revanche, si je crée, si je modifie, si je stocke, si j'échange, alors là, c'est autre chose. Mais j'échange avec quoi? Avec un réseau de 120 000 systèmes autonomes, réseaux autonomes, qui relient 5 milliards 500 millions d'habitants. Et là, on rentre dans la complexité, on rentre dans l'impact systémique. Et ça, c'est complètement différent. Et ce cyberespace qui est créé, ce n'est pas un espace à part. Comme le disait John Perry Barlow dans sa déclaration d'indépendance à Davos en 1996. Non, ce n'est pas un espace sur lequel les États n'ont pas de souveraineté. C'est un substrat. Il pénètre tous les milieux terrestres, maritimes, aériens, spatial. Et donc, en fait, on est vraiment avec le cyberespace, comme est le système nerveux par rapport à notre corps de chair, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout, jusqu'à la plus petite extrémité
Madame Pougenou, dans sa ferme de la Creuse, au fin fond de la France profonde, elle est reliée à Internet. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, normalement, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on est dans un cyberespace qui est un espace qui est partout, pour tous, en tous, contre tous. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et finalement, la cybersécurité, ça en est à la fois l'épée et le bouclier. Alors, je vous ai dit, c'est cybernétique. Et je vais vous dire maintenant, c'est une métamorphose. C'est quoi la métamorphose? Eh bien, prenez tout simplement l'histoire du papillon. Au début, le papillon est une chenille. Il rampe sur un espace à 2 dimensions. Il n'a pas d'autre contrainte que la gravité. Il avance à sa vitesse, et il n'a pas trop de contraintes extérieures. Ça, c'est la société traditionnelle telle qu'on l'a connue. Alors évidemment, il y a des chenilles qui se font écraser, qui se font bouffer par d'autres, mais ça fait partie de notre histoire militaire. Mais en général, la chenille, elle vit paisiblement sur son espace à 2 dimensions. Et puis à un moment donné, elle rentre dans son cocon. C'est la nymphose. Notre société est aujourd'hui en nymphose. C'est-à-dire qu'en fait, avec la mondialisation, avec le cocon, on se dit, bah, c'est le monde fini commence. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir. Et quand même que notre corps est un peu en train de changer. Avec les réseaux sociaux, avec le web, avec Internet, avec l'intelligence artificielle. Et finalement, on se dit, bon, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais dans un ensemble relativement fermé. Et puis un jour, mais c'est rapide, paf, la métamorphose. Et nous devenons papillons, découverte d'une nouvelle dimension. Et là, on a quand même d'autres contraintes. Parce qu'il va falloir se battre contre le vent, il va falloir se battre contre les prédateurs. Eh bien, nous sommes exactement aujourd'hui dans cette métamorphose qui est en train de venir avec cette transformation, cette métamorphose cybernétique. Alors, finalement, je crois que cette métamorphose va être pour nous une rupture profonde. Dans 5 ans, dans 10 ans, j'enseigne à l'école des officiers de la gendarmerie nationale et je leur dis, je suis un peu vache de dire ça comme ça, j'ai dit les enfants, tout ce qu'on vous apprend là, dans 5 ans, c'est caduc. Écoutez-moi, dans 5 ans, dans 10 ans, on en reparle. Et c'est vrai que beaucoup de mes anciens étudiants me disent, c'est pas idiot ce que vous avez dit, on le voit aujourd'hui. Pourquoi c'est très important ce que je vous dis? C'est que il va falloir que nos décideurs comprennent pourquoi c'est quelque chose d'important et pourquoi il faut se reformater, notamment l'administration. Je suis tranquille aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement. Enfin, il y a un Premier ministre. Franchement, quand on voit les enjeux de la métamorphose cybernétique, vous êtes en train de constituer votre gouvernement. Vous êtes Premier ministre. Eh bien, vous nommez un ministre d'État chargé de la métamorphose cybernétique. Pourquoi? Parce que ça va concerner tous les ministères. Tous les ministères. Et qu'il va falloir un pilote dans l'avion qui va dire « Voilà ce que je décide ». On n'aura pas le ministère de l'Éducation nationale qui, le même jour, écrit au recteur en disant « Je vous interdis d'acheter des solutions étrangères », et le même jour, signe pour 500 millions d'euros avec Microsoft. Cherchez l'erreur. Là encore, tout à l'heure, on parlait d'électricité. Là, vous voyez qu'on a d'autres raisons de... Il ne faut pas avoir un ministre relégué. Parce que les fameux ministres délégués, regardez d'ailleurs leur rang protocolaire dans le gouvernement, 22e, 27e, 29e, comme si la métamorphose cybernétique était la 29e priorité du gouvernement. Pas un ministre relié à Bercy, un ministre délégué auprès du Premier ministre avec une vocation interministérielle. Je ne m'énerve pas, j'explique. Deuxième point qui est très important, c'est qu'il nous faut impérativement, dans cette métamorphose cybernétique, regarder les questions de formation. Les questions de formation, parce que si nous ne sommes pas formés, eh bien, nous n'aurons aucune souveraineté. La compétence, c'est le premier élément de la souveraineté. Un pays qui n'est pas composé de personnes compétentes ne peut pas dire « je suis souverain ».
Je vous signale que depuis le 1er septembre, dans toutes les écoles de Chine, on apprend l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, une ministre démissionnaire nous a expliqué « Formidable! On va faire de l'IA en 4e et en seconde. » Bon, je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier l'intensité de la réponse par rapport à l'enjeu. 0. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du corps éducatif à qui on doit dire, les enfants, l'intelligence artificielle, c'est pour tous, non pas pour en faire n'importe quoi, mais pour expliquer aux gens ce que c'est, quels sont les avantages et les inconvénients, comment on l'utilise. Et à partir du moment où on connaît, on perd cette distanciation, on perd ce rejet, on perd cette crainte, puisque un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 4, mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, cette formation me paraît importante. Et un deuxième élément me paraît important, c'est que vous ne pouvez pas concevoir la formation des compétences de demain sans une convergence des sciences dures et des sciences humaines et sociales. Comment voulez-vous être avocat? Je sais qu'il y a des avocats ici. Comment voulez-vous être avocat demain si vous ne comprenez pas les technologies numériques? Comment voulez-vous être ingénieur demain si vous ne comprenez pas les enjeux juridiques, sociologiques des technologies que vous êtes en train de constituer? Or, cette convergence, quand bien même il y a eu un effort dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche, il y a encore énormément de travail à faire. Et je le dis, je le répète, quitte à être excessif, nous formons aujourd'hui des jeunes pour le 19e siècle, pour le 20e siècle, mais pas pour le 21e siècle. Et ça, pour moi, c'est le premier péché capital de tout notre système. Et finalement, je crois qu'il va falloir faire un effort. Et vous voyez que pour pouvoir avancer dans cette métamorphose cybernétique, il nous faut de la vitesse, de l'agilité, de la transversalité. Et il faut que les cadres supérieurs intègrent ça dans leur tête. Ils l'intègrent. Je vous renvoie sur un livre de Laure Bellow. De Laure Bellow qui a écrit un ouvrage « Les élites déconnectées ». Ah oui, parce que quand vous parlez à certaines personnes en responsabilité, et que vous leur parlez du cyber, il y a des grands moments de solitude. Ben là, justement, c'est une vraie question qui se trouve posée. Avec Émilie, elle le sait, on a créé une session cyber, et monsieur le député Latombe, ici présent, en est un illustre représentant, qui avait pour objectif, justement, d'élever la réflexion jusqu'au niveau du COMEX. Bon, aujourd'hui, il y a une vraie question, une vraie problématique à avoir. Alors, cette métamorphose numérique, elle s'appuie sur des leviers. Alors, vous les connaissez, ces leviers. Le cloud, l'informatique en nuage. Aujourd'hui, on crée de la donnée parce qu'on peut la stocker. Mon premier ordinateur en 82, quand il était plein, il était plein. Il fallait que je rajoute une disquette, des disquettes, des disquettes, des disquettes. Aujourd'hui, on exporte, on est dans le cloud, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Et vous savez que les data centers, c'est aussi un enjeu stratégique, parce que si on doit en créer 35 dans les années à venir pour justement supporter la croissance de l'intelligence artificielle, il va falloir une vraie réponse à des questions, y compris aux questions d'extraterritorialité des lois. Et je sais que le député Philippe Latombe, ici présent, sait de quoi je parle. Voilà, en tout cas, moi je sais de quoi il parle, parce qu'il le parle avec beaucoup plus de talent que moi. Bon, les mégadonnées, la chaîne de blocs, métavers, Internet des objets, système cyberphysique, convergence entre la sûreté et la cybersécurité, la robotion, la cobotique, c'est-à-dire en fait la relation entre l'humain et le robot. Tout cela, eh bien, c'est dans les 5 ans à venir, avec un quantique, évidemment, qui peut, dans les 5 ans, 10 ans, connaître des progrès assez considérables. Donc, vous voyez que tout cela, ça nous amène à l'IA, l'IA qui est une technologie transversale. Je pense que l'IA, c'est la fidélité d'Internet. Et je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA, mais vous voyez qu'on a beaucoup parlé depuis ChatGPT 2022. En fait, ChatGPT, les prémices remontent à 2012 à peu près. Et l'intelligence artificielle, ça remonte à Turing, à Dartmouth, et ainsi de suite, 56. Simplement, on avait un problème. C'est que, à part les systèmes experts qui simulaient l'action d'un être humain, on avait un problème de données et un problème de puissance de calcul. C'est comme si vous avez une mayonnaise avec pratiquement pas d'huile et une fourchette. Vous n'aurez pas de mayonnaise. Ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a la puissance de calcul et on a les données.
Donc c'est une solution qui est un peu trouvée, qui permet éventuellement d'éviter les hivers de l'IA, encore que certains vous diront qu'un hiver de l'IA c'est toujours possible avec une bulle IA qui explose comme la bulle Internet. Simplement, on voit bien que l'IA est en train de glisser de l'IA, générative, fabriquée de l'image, du texte, du son, à l'IA agentique, des actions, parfois des actions combinées, et puis bien sûr, un jour, l'IA générale, que certains nous annoncent, mais j'en dirai un mot, avec, une IA peut-être super intelligente, comme certains non seulement le prédisent, mais travaillent dans ce sens. Et je crois que c'est intéressant de voir ce que dit Geoffrey Hinton, qui a été prix Nobel de physique et prix Alan Turing. Il est génial, ça j'adore. Je vous recommande ce genre de citation parce qu'elle est absolument géniale. Il dit, c'est la chose suivante, il y a 50% de chances que l'IA devienne plus intelligente que l'humain. Pourquoi c'est génial? Parce que si c'est vrai, il dit, vous vous rendez compte, j'ai dit qu'il y avait 50% de chances que l'humain soit moins intelligent que l'intelligence artificielle. Et si c'est faux, oui, j'ai eu raison, puisque j'ai dit qu'il y avait 50% de chances pour que l'intelligence artificielle ne soit pas égale à l'intelligence humaine. Cela dit, je pense que Hinton est plus intelligent que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire Léopold Aschenbrenner. Léopold Aschenbrenner a été licencié par OpenAI en 2024, en avril, et en juin, il a écrit un document que je vous recommande, qui est tout à fait passionnant. On regarde le temps, qui est tout à fait passionnant, qui est demain, la décennie à venir. Et 124 pages, simplement. Il dit, en 2027, les modèles d'IA seront capables de faire le travail d'un chercheur en intelligence artificielle, et en 2028, automatisation de la recherche en IA. Donc il annonce une intelligence artificielle surhumaine, et qui pourrait, c'est vrai quand même, être freinée par le mur de la donnée. Est-ce qu'on aura suffisamment de données? Est-ce qu'on n'est pas freiné par le mur de la puissance de calcul? Est-ce qu'on aura suffisamment de capacité de calcul pour faire cette intelligence artificielle super intelligente? Et bien sûr, le nombre de connexions des neurones dans cette intelligence artificielle profonde. Et ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle les scaling laws, les lois d'échelle. Et aujourd'hui, d'autres... Princeton, récemment, vous avez peut-être vu dans la presse récemment, vous avez deux individus dont je tairai le nom parce que c'est imprononçable, on dit, finalement, l'IA, c'est exactement le contraire de ce qu'a dit Hinton, c'est une technologie classique, tranquille, peinarde, et ça va mettre des années avant de se développer. Quand même, Aschenbrenner nous dit, ça sera brusque, intense et mondial, et la question qu'on se posera, effectivement, quels sont les impacts sur l'environnement, sur l'eau, sur l'énergie. L'énergie, on en parlait tout à l'heure. Et donc, la question n'est pas de savoir si, effectivement, on aura une IA super intelligente ou pas, c'est de savoir si les États, par l'intermédiaire de la Big Tech, ne font pas tout aujourd'hui pour atteindre cet objectif, ici par une politique résolument libertarienne de déréglementation, là par un asservissement au Parti communiste, mais avec comme tronc commun la domination du monde. Alors, l'humanité, elle est confrontée à cette IA, il faut la maîtriser, et, parce qu'elle atteint la propriété intellectuelle, j'ai entendu le mot de propriété intellectuelle tout à l'heure, et puis surtout, elle abaisse la frontière entre le vrai et le faux. On revient sur le discours tout à l'heure d'Émilie. Et donc, la vraie question, c'est de savoir comment on va faire pour aligner ces IA, c'est-à-dire en fait faire en sorte qu'elles ne dépassent jamais la volonté des concepteurs. Et vous voyez bien qu'une IA, il faut l'aligner au départ, mais il faut aussi l'aligner dans toute sa durée de vie. Alors, c'est intéressant aussi de voir que d'un côté, les Américains renoncent à tout alignement par une politique qui a été annoncée en juillet 2025, et là, en juillet 2025, à Shanghai, les Chinois ont dit il nous faut impérativement traiter à l'échelle mondiale, ensemble, en chouettes copains. Bon, vous savez, avec les Chinois, il faut savoir la pensée, et puis il faut savoir quelle est l'arrière-pensée. Enfin, c'est quand même un sacré renversement des rôles. Alors, cette métamorphose cybernétique, c'est un enjeu pour l'État. C'est un enjeu pour l'État parce qu'en fait, on voit bien qu'il est le seul, d'ailleurs Hinton le pense, il dit
Seuls les gouvernements sont capables aujourd'hui d'être en quelque sorte le rempart. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils doivent être capables de contenir la démesure des big tech, qui sont des apprentis sorciers. Parce que la question qui se pose, c'est quoi l'État? L'État, il a été construit, pourquoi? Pour la défense, pour la justice, pour les affaires étrangères. Qui commence par faire son boulot, là où on l'entend, et qui ne viennent pas se poser des questions, est-ce que demain, je rembourse 3 € de plus sur les paires de lunettes? C'est pas ça l'État. Il est grand temps qu'on remette l'État à sa place, comme on remet l'église au milieu du village. Je m'énerve pas, j'explique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être entendu par un certain nombre de personnes. On n'est pas loin de l'ubérisation de l'État. Parce que, tout simplement, les big tech ont été conçus pour détruire les États. Si vous reprenez toute leur philosophie, elle est là. Tout à l'heure, on parlait des écrits de Poutine. Il faut toujours lire ce que les gens ont écrit et dire s'ils l'ont écrit, ils le pensent. Ben, allez rechercher toutes les pensées de la big tech, de tous les créateurs de la big tech. C'est plus d'État, on fera le boulot à leur place. Alors, il faut donc protéger les citoyens. L'État est là pour protéger les citoyens, et les citoyens qui, finalement, sont entre le libertarisme, le collectivisme, le mercantilisme et le totalitarisme numérique dans une société de surveillance. Pourquoi il faut protéger l'État? Parce que le citoyen, c'est comme la chef de M. Seguin. Il a besoin de liberté, il est heureux, nouveauté, indépendance, the surf, réseaux sociaux, tout ça. Il y a de l'accès gratuit, de la personnalisation, de l'innovation, c'est génial. Et puis, la chèvre, elle se fait dévorer par le loup numérique. Donc, la première condition, c'est la maîtrise de la métamorphose cybernétique et par tous, et donc une prise de conscience du fait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience, conscience, c'est la capacité de comprendre son environnement. Cette personne est-elle consciente? Oui, c'est pas la conscience au sens religieux du terme. Et l'âme, c'est pas l'âme au sens religieux du terme. C'est l'âme, l'animus, le souffle. C'est ce qui fait de nous que nous sommes des êtres humains et non pas un robot ni quoi que ce soit. Et sans cette conscience, comment voulez-vous que le citoyen recouvre sa souveraineté numérique? Bim, souveraineté qui est altérée par l'économie d'attention, les GAFAM, les ATBXH, par toute l'action des prédateurs, qui sont des délinquants, qui sont des criminels organisés, les États voyous. Alors, je viens de lancer le mot souveraineté du citoyen. Ah, je me souviens, c'était presque la bataille d'Hernani dans une table ronde avec d'autres intervenants. Je me dis, qu'est-ce que vous racontez? La souveraineté des citoyens, ça n'existe pas. Que dit la Constitution? Article 3, la souveraineté nationale, bien sûr, elle appartient au peuple par le voie du référendum et des élections, mais la souveraineté nationale, elle est indivisible. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé en 1976. Et donc, qu'est-ce que vous venez de nous raconter avec la souveraineté du citoyen? Oui, je veux bien le raisonnement. Non, tous ces textes, ils ont été écrits quand? La Constitution de 1958, on commençait à évoquer ARPANET après l'affaire de Spoutnik de 1957. Le Conseil d'État, Conseil constitutionnel en 1976, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, non, ça ne peut pas être divisible. On est à l'époque du Minitel. À propos du Minitel, merci au président de la République de l'époque qui a torpillé le réseau Cyclade, réseau français. Aujourd'hui, quand vous utilisez Internet, les protocoles sont les protocoles pousins, français. Mais comme en France, on a tout compris qu'on était bien meilleur avec les énarques, avec le Minitel, eh bien, on s'est sabordé. On est des sabordeurs, on est des techniciens dans le sabordage, on est spécialistes. Donc, je veux bien que ce soit des interprétations faites par des obsédés textuels qui sont des gens qui, finalement, disent « il y a un texte, et maintenant on ne bouge plus ». Bon. Mais pour moi, je me réfère au rapport du Conseil d'État 2024. Il se trouve que j'ai été entendu par la commission du rapport. J'aurais parlé de ma conception de la souveraineté, et il parle 354 fois du citoyen dans le rapport.
J'ai dit, ça, c'est un bon glissement sémantique. Je crois qu'aujourd'hui, on ne réécrirait pas la Constitution de la même manière. Alors, quelle est ma conception de la souveraineté? Vous allez voir, elle est simple. Avant 2022, je disais, je vais vous faire une présentation en poupée russe. La poupée russe, c'est une petite poupée, une plus grande, et plus on s'enveloppe, plus la poupée devient grande et protège celles qui sont en dessous. Alors évidemment, c'est embêtant. Alors je dis, bon, poupée russe, artichaut, le fond d'artichaut, le cœur du fond d'artichaut, bien tendre, hein, et puis progressivement, l'oignon. Ah, mais l'oignon, c'est pris par le logiciel Tor. Bon, on va revenir aux poupées slaves. Petite poupée, la toute petite. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer à vivre dans une métamorphose cybernétique si nous n'avons pas une forme de souveraineté, c'est-à-dire la capacité de maîtriser notre destin numérique, notre liberté de penser, notre autonomie, notre intimité, notre liberté de penser? C'est pas la peine. Donc la première des choses à faire, c'est de se tourner vers le citoyen en disant comment vais-je faire pour que ce citoyen puisse être un citoyen libre, épanoui, dans un cyberespace en pleine mutation. Mais comment voulez-vous que le citoyen soit souverain si les personnes morales, publiques, privées, ne sont pas en mesure d'être elles-mêmes souveraines dans l'organisation, leur mode d'action, dans leurs prestations? C'est pas la peine. On n'y arrivera pas. Comment voulez-vous que les personnes morales, publiques ou privées, puissent être souveraines si l'État lui-même n'est pas souverain, protège l'ensemble? On n'y arrivera pas. Comment voulez-vous que la France, comme les 27 pays d'Europe, soit souverain si l'Europe n'est pas souveraine face au reste du monde? Et si l'Europe n'a pas un discours, une autre voie, une autre voie, le chemin, à proposer au cybermonde libre, à ceux qui refusent l'alternative entre l'un et l'autre, on n'y arrivera pas. Alors, il arrive que l'Europe, et je la salue, soit un confort pour nos souverainetés. Mais combien de fois l'Europe a torpillé notre souveraineté? La 5G, les semi-conducteurs et bien d'autres exemples encore. L'IA. Je vous rappelle quand même qu'en IA, il y a quelques années, on n'était pas si mauvais au niveau européen. Regardez le retard qu'il faut qu'on conforte, enfin, qu'on réalise, enfin, qu'on conjugue aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, c'est très contestable. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille du bas en haut. Il faut qu'on reparte du citoyen pour, justement, reformuler les vraies questions. Et vous voyez qu'en reformulant ces vraies questions, on va progressivement arriver vers une conception de la souveraineté. Souvent, quand j'entends souveraineté, ça me fait penser aux paroles du général de Gaulle. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Ils sautent comme des cabris en citant l'Europe, l'Europe. C'est pareil pour la souveraineté. La souveraineté, il faut repartir d'en bas, du citoyen. Parce que chacun d'entre nous est détenteur d'une parcelle de cette souveraineté. Et donc, ça, pour moi, c'est absolument le fondamental. Alors, évidemment, protéger l'humain, c'est l'objectif de la défense. Et c'est vrai que depuis la révolution militaire du XVIe siècle, les forces armées ont épousé toutes les technologies, même anticipées. Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'artillerie, les armes à feu, le génie, qui ont fait glisser l'ost avec le banc et l'arrière-banc, Cousin Hube et Jacouille la Frépouille, vers des forces professionnelles. On le voit avec la Grande Guerre, et on l'a vu tout à l'heure avec Brandt, les chars, l'aviation, les gaz toxiques, les transmissions, les mortiers, et la Seconde Guerre mondiale avec les avions en réaction, l'arme atomique, ainsi de suite, le radar. Donc finalement, tout cela, toutes ces technologies vont influencer la stratégie. On le voit avec la guerre du Golfe et les affaires, la révolution des affaires militaires. Ça change profondément, avec d'ailleurs un risque qu'on dit, puisque la technologie est là, on est à distance, tout est régulé, on a une guerre zéro mort, et donc tout va bien. Et finalement, ce zéro mort a un effet démobilisateur. C'est-à-dire que le citoyen dit, mais puisqu'il n'y a plus de mort, alors bon, à quoi une armée? On n'a plus besoin de techniciens. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'Ukraine, avec le Moyen-Orient, on revient vers une guerre totale, et
qu'on est très loin des dividendes de la paix. Je ne sais plus qui a dit qu'on aurait le droit aux dividendes de la paix. Il est silencieux aujourd'hui. Il aurait été silencieux toute sa vie. On aurait fait un grand bond en avant. La France serait en tête de tous les pays d'Europe. Mais vous savez, sont bien silencieux beaucoup de gens qui ont détruit l'armée française. Et j'en parle sérieusement. Pour avoir été conseiller de ministre de l'Intérieur, de 2 ministres de l'Intérieur, et d'avoir été auprès de 3 ministres de la Défense, à l'époque où on a cassé l'armée française. Aujourd'hui, oh, il faudrait se réarmer, il faut se réarmer. Silence, restez chez vous, laissez les autres parler. Pour une fois, on va parler entre gens sérieux. Donc, ces conflits contemporains, qu'est-ce qui nous montre? C'est qu'en fait, les technologies s'ajoutent à l'arsenal, mais ne le remplacent pas. À l'ère nucléaire, c'est toujours le fantassin qui finit au dernier mètre avec sa baïonnette. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a une illusion de penser que grâce aux technologies, on évite la guerre. Et d'ailleurs, Hachem Brecher, celui que je vous ai donné, je vais vous le citer parce que c'est intéressant, il dit « Je pense que la puissance militaire et les progrès technologiques ont été étroitement liés historiquement, il a raison, et avec un progrès technologique extraordinairement rapide, viendront des révolutions militaires concomitantes, les essaims de drones et les robots armés seront un gros problème, mais ce n'est qu'un début. Nous devrions nous attendre à des types d'armes complètement nouveaux, de nouvelles armes de destruction massive, à la défense antimissile invulnérable basée sur le laser, en passant par des choses que nous ne pouvons pas encore imaginer comparées aux arsenaux d'avant. La superintelligence, ce sera comme si les militaires du XXIe siècle combattaient une brigade de chevaux et de baïonnettes du XIXe siècle. Bon. Alors, sans attendre effectivement cette prophétie, je crois que le cyber entre dans la guerre avec des actions hybrides. J'ai écrit des articles en disant « il n'y a pas de cyberguerre, il y a le cyber dans la guerre ». Le cyber, c'est une arme, vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est une perte, comme disait l'amiral Coustillère, le premier comme cyber au ministère des Armées. Eh bien, on ne gagne pas la guerre avec le cyber. En revanche, si on la perd, on la perd. Donc, les sauts technologiques majeurs, comme je l'ai dit, impactent les technologies et les stratégies, d'où l'importance pour nous d'avoir une base de BITD absolument forte et aussi souveraine que possible. Le complexe militaro-industriel est un élément essentiel de notre souveraineté. C'est bon, une question qui se pose, c'est quel est le rapport entre le secteur privé, l'industrie, et la chose militaire. J'ai été un petit peu, non pas interpellé par l'exposé de notre ami tout à l'heure avec Brandt, mais c'est vrai que, initialement, quand on reprend, les innovations technologiques viennent des questions de défense. On veut un produit, et apparaît, le produit devient dual. Bon, Brandt était un petit peu, comment dire, à l'inverse de ma vision. Mais par exemple, vous allez avec vos poils Tefal, ben, le Teflon, c'est tout simplement, c'est inventé pour les réacteurs du Mirage 4. Bon, pour pas que les oiseaux grillent dans les réacteurs. Et après, c'est devenu civil. Et donc, en fait, on avait, entre le secteur privé industriel et le gouvernement, les forces armées, une forme de, je ne dirais pas de subordination, mais on commande, vous exécutez. On vous demande, on exprime, vous faites. Avec les guerres contemporaines, on voit apparaître un changement. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui échappent au contrôle. Alors, ça peut être des individus avec l'IT Army en Ukraine. C'est-à-dire, en fait, 200 000 personnes qui vont hacker les Russes sans aucun contrôle gouvernemental. Et puis, on a aussi des entreprises, notamment celles de Microsoft, AWS, Starlink, et ainsi de suite, qui vont s'engager, et parfois sans aucun contrôle gouvernemental. Alors, merci à AWS qui a exfiltré les données stratégiques de l'Ukraine. C'est pas l'exode de 40, c'est l'exode numérique de 2022. Mais regardez, avec Starlink et Elon Musk, après l'attaque de Kassat, le réseau satellitaire,
regardez comment Musk est capable à un moment donné de tout couper, de tout remettre, de tout... Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un peu compliqué. Et alors, cette problématique des technologies nous ramène au lien armée-nation. Il nous ramène au lien armée-nation parce qu'il faut reconnaître que la dissuasion nucléaire a, en quelque sorte, entretenu une idée. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre. Bah, alors, s'il n'y a pas de guerre, où est le problème? Alors, ensuite, on nous dit, on va faire un service national, parce que vous verrez, universel, sauf qu'il est complètement inégalitaire, et c'est, en fait, le premier, comment dirais-je, la première vague, et après la première vague qui se fera décimer, eh ben, on verra pour l'usage de l'arme nucléaire. C'est pas non plus extraordinaire. Défense opérationnelle du territoire, moi je me souviens, à l'époque du ministre Ernu, qui nous avait confié la défense opérationnelle du territoire, sans aucun moyen supplémentaire. Tout ça, c'était une fiction. Et donc, en fait, on avait aussi, si vous voulez, un autre problème avec les interventions des armées en dehors du territoire, c'est que, puisqu'elles étaient en dehors du territoire, elles n'étaient que la continuité de la politique étrangère de la France avec l'introduction d'autres moyens. Et d'ailleurs, les gens disaient, enfin, on a un problème, je me souviens de la tempête de 99 dans la Marne, où on disait, mais où sont les armées? Ben, elles sont au Tchad, elles sont là. Voilà, oui, mais bon. Donc, vous voyez qu'il y avait une sorte de distanciation, qu'on le veuille ou non, qui était, à mon avis, néfaste pour la représentation de l'armée par la nation. Et n'oublions pas quand même la réduction drastique du format des armées, où finalement vous avez des départements qui sont aujourd'hui des déserts militaires. À part la gendarmerie, qui est une des forces armées, 4 forces armées, armée et gendarmerie, il n'y a rien. Alors on dit oui, la sentinelle aujourd'hui. Oui, mais sentinelle où? Pas dans la profondeur du territoire. Ça veut dire qu'on a, d'une certaine mesure, coupé le lien charnel, le lien visuel. Et donc, finalement, la distanciation, elle est aussi renforcée par les technologies. Parce que hier, vous preniez un laboureur, un pêcheur, vous en faisiez un soldat en quelques heures, en quelques jours. Aujourd'hui, c'est une formation qui est très importante. Alors, de là à penser que le métier des armes serait une externalisation de la défense collective aux mains de militaires, il n'y a qu'un pas. Alors, ce que je reproche au lien armée-nation, le terme, c'est qu'il exprime une fracture, une altérité, qu'on va compenser par un harpon, un lien, une relation, un pont. Mais, je suis désolé, c'est une conception implicite d'une séparation de l'armée et de la nation, alors que même l'armée est issue de la nation. Et la réserve, ce n'est pas un lien armée-nation, c'est l'armée à temps partiel. Et franchement, le lien armée-nation, je ne l'ai jamais compris. Et je l'ai toujours compris, parce que chaque fois que j'entendais quelqu'un dire « il faut renforcer le lien armée-nation », c'était en général quelqu'un qui avait dézingué le modèle d'armée quelque temps avant. Donc vous voyez, ce n'est pas un cautère sur une jambe de bois, on cesse de parler du lien armée-nation, et on va parler de l'esprit de défense. Parce que ça, c'est la capacité de résilience, et on le voit bien, ça a été quelque chose qui doit être partagé par tous, il me semble que ça a été dit. C'est un ciment, c'est un attachement et non un lien. Hein. C'est l'esprit de défense qui est lié à la menace. Et donc je crois qu'aujourd'hui, pour les raisons qui ont déjà été exposées par Émilie à l'instant, et par d'autres, notre ami le président de l'IHEDN, je crois qu'on est dans une phase intéressante à cause ou grâce au numérique. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de faire prendre conscience d'une manière directe ou indirecte aux gens que la menace, elle est là. Les gens ont très bien compris qu'il y avait des atteintes dans la couche logique, dans la couche physique, dans la couche des protocoles, dans la couche cognitive, la couche sémantique, et qu'en fait, la cybercriminalité, c'était la criminalité du XXIe siècle. C'est le thème de mon forum InCyber de 2007, mon premier. En 2007, j'ai dit, c'était le titre, la cybercriminalité sera la criminalité du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on fait? Il a fallu attendre 2023 pour que j'entende le ministre de l'Intérieur
au sein de l'Assemblée nationale, dire la cybercriminalité, ce sera la criminalité du XXIe siècle. Ah, bon, 16 ans, qu'est-ce qu'on a fait pendant 16 ans? Rien, pas grand-chose. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un travail important à faire. Je crois d'ailleurs qu'avec notamment la réglementation, le décret, la directive Nice 2, vous savez, ça va toucher 15 000 entités essentielles ou importantes, mais ça va toucher toute la supply chain, ça va toucher tous les plus petits, les petites entreprises, les petites collectivités territoriales. Bref, il y a une descente vers le bas d'une prise de conscience qu'il y a vraiment des enjeux, et ces enjeux, il faut absolument les prendre en compte. Donc, voilà, l'esprit de défense, ça devrait être quelque chose qui doit être partagé. J'en dirai pas davantage, parce que il me semble, alors, c'est quelque chose auquel je suis très, très attaché pour une raison très simple. En 1992, j'ai écrit un article dans la revue Administration. Ça s'appelait Le Continuum. Et j'expliquais qu'après la chute du mur de Berlin, il n'y aurait plus de paix ou de guerre, mais il y aurait crise avec une intensité permanente, mais de plus en plus forte ou descendante, ainsi de suite. Donc, il n'était plus question de se poser la question en alternance paix-guerre, mais en savoir comment je suis capable, face à une crise, de répondre avec des moyens civils, avec des moyens militaires, avec des moyens publics, avec des moyens privés. Ben, ce continuum, nous l'avons parfaitement dans l'espace numérique. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas, si vous voulez, un champ de bataille et un terrain où il ne se passe rien. Madame Michu, dans la Creuse, elle est sur le champ de bataille. Et ça, tout le monde est en train de prendre conscience de tout ça. Et en fait, tout le monde est conscient qu'il y a une grande porosité entre le cyberdélinquant au sens classique du terme, le terroriste et l'État voyou qui joue contre nous avec la politique que ce qu'on appelle des banderilles numériques, c'est-à-dire qu'on saigne sans mettre à mort. Et donc ça, c'est vraiment des questions qui, aujourd'hui, sont essentielles pour l'État. Et les forces armées, la gendarmerie, ben, elles ont l'avantage de présenter un spectre complet de l'offensif et du défensif dans la lutte contre la cybercriminalité et la cyberdéfense. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi d'autres acteurs publics, la justice, la police nationale, les services de renseignement, les douanes, puis il y a aussi, bien sûr, tous les offreurs de cybersécurité. C'est vrai que les armées, la gendarmerie, avec bien sûr le Forum international de la cybersécurité, a montré l'exemple en 2007, et je ne vous parle pas du magistère de Jean-Yves Le Drian, avec le développement considérable des actions au sein des armées. On est en Bretagne, et la Bretagne, c'est parfaitement ce de quoi il s'agit. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens sont aussi conscients qu'il y a une forme de leadership dans la lutte contre ces menaces extérieures. Ce leadership est avec les armées. D'ailleurs, je vois que de plus en plus de réservistes nous rejoignent, que ce soit les armées et même d'ailleurs aussi la police. Et donc aujourd'hui, j'ai tendance à dire que tout ça, c'est un peu l'avant-garde d'un mouvement qui, à mon avis, est un mouvement en profondeur. Et je dirais aujourd'hui, si je réécrivais la Marseillaise, aux armes citoyens, formez vos cyberbataillons. Et donc, vous voyez bien que le cyber, ce n'est pas un lien armée-nation, mais une contribution réciproque entre l'armée et la nation. Alors, je vais terminer sur... car je vais terminer. Ah, vous pouvez encore. Vous avez un peu de temps, c'est tellement agréable. Mais des deux idées qui vont rejoindre les deux discours de ce matin, celui d'EDF, enfin sur l'électricité, et celui sur la guerre hybride. Vous allez dans une préfecture. Monsieur le préfet, bonjour. Avez-vous une carte du réseau routier départemental? Voilà ma carte. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, avez-vous la carte des fleuves, des voies navigables de votre département? Voici ma carte. Monsieur le préfet, avez-vous la carte du numérique de votre département? Quand je dis la carte du numérique, où sont les data centers? Où sont les relais? Où passe la fibre? Où sont les antennes? Où sont les liens entre le numérique et l'électricité? Ah ben écoutez, je pense qu'il faudrait demander à l'opérateur historique, Orange, qui siège au Centre opérationnel de défense, il doit le savoir. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Personne ne le sait. Or, aujourd'hui, vous avez tous les jours des actions de sabotage sur notre réseau. Des antennes qui sont brûlées.
Vous avez des fibres qui sont coupées, des câbles sous-marins qui sont atteints. Tant qu'on n'aura pas revu cette question-là, comment voulez-vous être souverain? Vous avez dit tout à l'heure à propos de l'électricité, moi je l'ai dit aussi, au travers du réseau physique. Et pour moi, c'est évidemment un travail qui doit être pris en compte par la gendarmerie, 95% du territoire est sous sa responsabilité, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une manière pour les armées, pour l'organisation territoriale interarmée de défense, l'OTIAD, de revenir sur le territoire national. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce cyber sur la métropole et outre-mer est une bonne raison de relancer et d'accentuer notamment la réserve. Autre sujet, et ce sera le dernier, il y a quelques temps, j'ai écrit un article, le titre « Le STAD le plus menacé ». STAD, vous savez, c'est l'expression « système de traitement automatisé de données ». Alors évidemment, les gens, je leur dis, je viens d'écrire un article, le STAD le plus menacé. Ils me disent, vous pensez auquel? Centrale nucléaire, les armées, le machin? Non. Il est là, le système de traitement automatisé le plus extraordinaire. Regardez combien de temps il faut expliquer à une intelligence artificielle ce qu'est un chat. Vous prenez un bébé qui ne marche pas, qui ne parle pas, vous lui mettez un chat une première fois, vous lui mettez un chat une deuxième fois, la deuxième fois, il sait que c'est un chat. Il ne va pas vous dire chat, parce qu'il ne sait pas parler. Mais il a compris que c'est un chat. Ça vous montre que l'intelligence humaine est inégalable. Alors, ce cerveau, est-ce qu'il a un SOC, un centre opérationnel de cybersécurité? Non. Est-ce qu'il a de la threat intelligence, comme on dit, et en fait du système d'analyse en amont, du big data, de l'IA, de l'analyse comportementale, du management de l'identité, du management des voies d'accès, des groupes d'intervention rapide, du Centre européen de compétences, d'unités conjointes de cybersécurité? Non, rien. Son seul antivirus, son seul firewall, c'est la culture générale, c'est le discernement, c'est l'esprit critique. Et ça, c'est là vraiment, aujourd'hui, toutes ces capacités, ces facultés sont laminées par une instruction publique qui néglige les fondamentaux au profit d'un zapping culturel déraciné. Bah, moi, j'étais encore sur le binaire homme-femme. Maintenant, il faut expliquer qu'il y a autre chose. Et pendant ce temps-là, on n'explique pas qu'il y a l'IA. On n'explique pas qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de changer notre société. Mais on se moque de qui? Bloquons tout. Bon, enfin, pas... Normalement. Voilà, je crois que dans un espace numérique qui est marqué par la multitude, l'humain est confronté à la solitude. Et ça, c'est l'État qui doit revenir. Comme je l'ai dit, la désinformation, elle est là, elle atteint l'opinion publique, tout le reste. Et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit tout à l'heure notre ami. Mais donc, en fait, on est dans un champ de bataille tout à fait inédit. Émilie l'a dit, même si la guerre psychologique est déjà ancienne. Eh bien, chacun doit être conscient qu'il est cible et acteur de ce combat collectif. Et Gérald Bronner, qui est professeur à la Sorbonne, dit l'humanité est entrée dans l'ère de la post-réalité, ça va mal finir. Bon. Alors, on va être beaucoup plus, comment dirais-je, positif. Et on va appeler à la rescousse le général de Gaulle. En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Oui, en notre temps de métamorphose cybernétique, il faut sauver l'humain contre les prédateurs de toute nature, le faire vivre dans un monde nouveau, de le faire traverser une nouvelle renaissance, de lui permettre de connaître un développement et non pas un asservissement. Oui, c'est ça, mes amis, qu'il faut défendre. Mais les technologies ne suffisent pas. Alors, je vous appelle à connecter 3 organes, 3 systèmes fondamentaux. Le cerveau, le cœur, les tripes. L'intelligence, l'humanité, le courage. Tout est dit, je vous remercie. Bravo. Mille merci, mon général. On vous écouterait des heures.
On vous écouterait des heures. Merci pour cette carte blanche. Un peu dépassé le temps pour les... Non, très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien, comme on avait un peu de rab. Donc, merci pour cette carte blanche haute en couleur qui clôture brillamment cette matinée. Et effectivement, en plus, vous n'êtes jamais énervé. Vous avez fait que expliquer. Donc, c'était très bien. Voilà. Donc, on a le temps pour une question. Si quelqu'un veut poser une question, rebondir. Vous le savez, je suis sourd, comme le son part vers vous. Je n'entends pas forcément le... Voilà, donc je ferai la traduction s'il y a besoin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question, une réaction? Monsieur? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Juste, voilà. Rodolphe de Sera, j'ai une société de tech qui fait de la réparation d'électronique au niveau du composant, donc ça soutient le cyber. Mais ma question, c'était, vous avez parlé de souveraineté européenne. Quelles sont les voies que vous envisagez pour qu'elles existent d'un point de vue institutionnel? Parce que c'est quand même assez compliqué. Alors, une question sur la souveraineté européenne. Oui. Voilà. Est-ce que je crois à la souveraineté européenne? Oui, comment y procéder et comment... C'est une question de subsidiarité. Ah, je ne sais pas si le micro fonctionne. Je suis pour l'Europe des nations, et pas pour une Europe fédérale. Chaque fois que l'Europe fédérale a voulu jouer, elle s'est plantée. Elle s'est plantée. Et d'ailleurs, l'Europe fédérale, c'est un peu ce qu'on subit en matière électrique, entre nous se dit. Bon, non, chaque fois que l'Europe a eu un réflexe souverain, alors, vous me pardonnerez, j'ai un peu de, comment dirais-je, de sensibilité positive pour Thierry Breton, puisque en 2004, on a rédigé tous les deux un rapport sur la cybercriminalité. Je n'ose pas vous dire que c'est ce rapport qui a déclenché le tout après, mais bon, il a été un peu fondamental. Or, vous avez bien compris que Thierry Breton, en matière cyber, je parle, avait une vision d'une Europe qui apporte aux États membres sans retirer leur souveraineté. Bon, vous voyez bien que, par exemple, le RGPD, si la France avait fait un RGPD, et Dieu sait que c'est important de protéger les données à caractère personnel, si la France avait fait un RGPD, on aurait dit beau succès d'estime. Mais à 27 ou 28 à l'époque avec les Britanniques, le RGPD est devenu un peu une norme internationale et beaucoup d'États ont été obligés de corriger leur propre législation pour être RGPD compatible. Là, je dis vive l'Europe. Quand je vois Europol ou Eurojust et je vois les succès, mais c'est vive l'Europe. C'est cette Europe-là qu'on aime. Mais quand je vois une présidente de la Commission qui livre l'Europe pieds et poings liés aux Américains en disant on va vous acheter tout et vous allez voir, on sera le meilleur des mondes. Moi je dis non, cette Europe-là, nous n'en voulons pas. Mais il faut le dire, il faut l'exprimer. Simplement le problème qu'on a, c'est que bien souvent, quand on dit on ne veut pas cette Europe, les gens disent ah, vous êtes des franchouillards, vous n'avez rien compris. Non, j'ai tout compris moi. Je suis sûr qu'on est meilleur à 27 que tout seul. Encore faut-il additionner nos compétences et non pas mutualiser nos incompétences. Bon, or, aujourd'hui, on est en train, en fait, de faire un peu n'importe quoi. Avec des gens qui ne sont pas élus. Qui ne sont pas élus. Or, la souveraineté, elle appartient au peuple. Tiens, je reviens sur mes obsédés textuels. Ils avaient raison. La souveraineté, elle appartient au peuple. Je vous rappelle que le peuple a voté non au référendum. Voilà, bon, c'est une bonne question. Vous nous l'avez énervé. Je ne m'énerve pas, j'explique. Très bien. Vous voyez que, général deuxième section, je sors un peu de ma réserve. Mais pour moi, ceux qui sont dans la réserve, ce sont les Indiens au Canada. On les a mis dans des réserves, on leur a dit maintenant vous n'en sortez pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui a un franc-parler, je dis ce que je pense. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes dans ma carrière, notamment avec certains chefs militaires. Mais finalement, quand vous dites les choses avec conviction, on finit par vous écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on nous écoute. Bon. On vous a écouté. Mais attention, il ne s'agit pas d'être indépendantiste, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la souveraineté? C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui trahira, il arrête ta pète. C'est ça. En fait, on est interdépendants. Encore faut-il que les interdépendantes soient égales. Et que le premier qui trahit l'interdépendance est sanctionné. Je pense que les questions d'interdépendance en matière d'électricité ne sont pas égales. Et ça, à mon avis, voilà un exemple d'entrave complète à la souveraineté. Eh bien, merci. On peut encore applaudir le général. Merci, mon général. C'était très bien. Donc maintenant, le canon. Effectivement.